comparer un peu les deux. C'est là le calendrier dont j'ai parlé, de Saint-Nicolas. Je vous raconte un peu comment j'en suis arrivée à m'intéresser à ce cas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme beaucoup d'entre vous le savent, donc il y a les fêtes internationales du patois qui sont organisées, ou du franco-provençal, qui sont nommées différemment, qui sont organisées tous les ans à tour de rôle dans les différentes localités de l'espace franco-provençal. Et l'automne dernier, une telle fête internationale était organisée à Paris. Et donc j'ai été invitée par Marc, qui est ici présent, de parler là-bas de ce qui se fait, disons, en recherche sur le franco-provençal. Et c'était l'occasion pour moi de rencontrer les différentes associations qui sont, disons, liées à la Vallée d'Aoste, au Piémont ou à la Savoie, donc les pays traditionnellement franco-provençalophones à Paris. Mais il faut dire que c'était aussi l'occasion pour ces gens-là de se rencontrer pour la première fois, plusieurs d'entre eux. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc voilà, le début c'était ça, c'était ces 42e rencontres internationales pour le franco-provençal avec plein d'associations qui étaient présentes, en novembre 24 à Montmartre. Et ensuite, j'ai commencé à faire des observations d'un côté à la région de la Vallée d'Aoste, donc pour ce qui concerne le Val-d'Autun, et de l'autre côté pour les Piémontais. Alors là, vous voyez mes moments d'observation, mais il faut dire que pourquoi c'est intéressant, c'est aussi parce que ça vous montre la dynamique de ces groupes. En effet, donc après novembre, ce qui s'est passé à la région de la Vallée d'Aoste, il y avait plusieurs moments, enfin 3 moments en fait, où la communauté s'est retrouvée. Alors, le 25 janvier, il y avait le 100e Arbre de Noël. Arbre de Noël, c'est un événement qui a lieu tous les ans, qui est représenté comme le plus grand événement de l'année là-bas. Ensuite, il y a eu la fête du printemps. C'était vraiment la fête du printemps, projection au cocktail dînatoire, donc c'était le 26 avril. Et troisième moment, ne me demandez pas pourquoi le calendrier est aussi décalé, je ne sais pas pourquoi on a le Noël fin janvier et fête du printemps fin avril, mais voilà. Voilà, peut-être quand ils viennent ici début août, ça va être la fête de l'été. Alors, et ensuite vraiment en voulant vous écrire, je cherchais est-ce qu'il y a le nom de cet événement. Il n'y avait pas de nom, il y avait juste cette description un peu longue, la découverte des saveurs les plus authentiques de la Vallée d'Aoste, les produits gastronomiques et viticoles issus de l'agriculture de montagne et de cette petite région francophone accompagneront le vernissage de l'exposition photographique. Voilà. Le mot et le geste en agriculture seront illustrés au travers d'une narration sensorielle et gourmande. Donc, pour expliquer un peu ce que c'est, un autre événement qui est toujours mis en avant dans le discours de ce groupe, c'est la participation aux expositions agricoles, en fait. Et là, voilà, c'est quelque chose qui est fait en lien avec ça. Avec l'assessorat de l'agriculture de la Vallée d'Aoste. L'arbre de Noël, pareil, c'était fait aussi ensemble avec la région de la Vallée d'Aoste, contrairement à la fête du printemps qui était beaucoup plus locale. Et ensuite, il y a eu juste l'AG en fait, de cette association, l'Union Val-d'Autun de Paris. Ça, c'est pour le côté Val-d'Autun. Au contraire, pour le côté piémontais, en fait, c'est pas organisé. Et donc, il y avait des tentatives de faire des rencontres, mais finalement c'était difficile de trouver le temps. Et donc on a fait une rencontre fin juin. Mais côté piémontais, et là je vous explique un peu pourquoi vous avez l'image de la rouge en fait au début. Petite anecdote, pareil. Lorsqu'on a fait cette fête internationale donc à Montmartre, j'ai rencontré une personne en fait, qui était en train de parler avec une personne du Piémont que je connais, plusieurs d'entre vous connaissent aussi, Ornella, qui fait partie du bureau du CIF, du Conseil international du franco-provençal.
Et donc, ils étaient en train de parler patois. Donc, je parle naturellement aussi provençal avec toutes les deux. Mais très couramment, comme si on se trouvait quelque part ici. Et ensuite, il se trouve que la dame, que je ne connaissais pas, on me la présentait par prénom, mais donc cette dame était la patronne du Moulin Rouge. En fait, c'est la famille qui gère le Moulin Rouge. Ils ont racheté le Moulin Rouge en 1951. C'est une famille qui vient de Val-Soane et qui parle le franco-provençal. Et qui le parle encore aujourd'hui entre eux, en fait. Cette dame qui était là, qui doit avoir, qui doit être née autour de 1960, disait que donc, ses parents et ses beaux-parents, parce que là aussi, un peu comme on a vu pour Shabbat, il s'agit beaucoup de mariage en terre communautaire. Donc, ses parents et ses beaux-parents parlaient patois. Ses beaux-parents ne parlaient que patois, donc les propriétaires du Moulin Rouge, j'étais déjà propriétaire, ne parlaient que patois. Je dis exprès patois parce que c'est pour ça qu'ils se réfèrent à cette langue. Ne parlaient que patois entre eux, les grands-parents aussi. Et puis la génération donc, de ses enfants et ses cousins, les générations qui ont 40 ans, entre 30 et 40 ans aujourd'hui, eux, ils parlent déjà français entre eux, mais ils ont la compétence passive quand même, une bonne compétence passive, et parfois ils l'utilisent comme langue secrète. Voilà, pour ne pas se faire comprendre. Alors, une petite vidéo paraît aussi pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Ça, c'était la fin de cette fête qui s'appelle l'Arbre de Noël. Quelque chose qui ressort en grande ligne de tous ces livres, donc où vraiment tous les auteurs sont d'accord, sachant que tous les auteurs sont les auteurs valdôtains, ce ne sont pas les auteurs parisiens par exemple. Première chose, c'est la périodisation. La périodisation de cette migration, donc on dit que en fait jusqu'à 1948 et surtout jusqu'à 1860-61, il s'agit surtout de la migration saisonnière qui est représentée comme la suite logique de cette pratique de transhumance qui est vraiment la pratique par excellence alpine, ou tout simplement la société agro-pastorale
se trouvaient dans la nécessité de trouver du travail à l'hiver parce que, évidemment, il n'y avait pas de source de revenus à l'hiver dans le montagne. Le gros changement arrive avec 1860 déjà, le rattachement de la Savoie à la France, ou l'annexion de la Savoie par la France, et 1861, donc la création du Royaume d'Italie. Pourquoi c'est important? Parce que jusqu'à cette époque-là, en fait, l'économie locale était basée pas uniquement sur l'autosubsistance, mais aussi sur les rapports très étroits avec, d'un côté, la Maurienne, là, derrière le butor, la Maurienne et la Tarentaise, et de l'autre côté avec le Valais suisse, et aussi le Piémont. Mais bon, le Piémont est resté. Que ce soit pour les foires au bétail, que ce soit pour la vente des produits agricoles, etc. Et là, c'est devenu coupé de ce marché complètement. Et par contre, ça rentre dans un marché italien unifié qui est en train d'être créé, où au lieu d'être vraiment un carrefour, ça devient un peu une impasse au fin fond du royaume, qui rentre en concurrence avec le marché très industrialisé, déjà les régions très industrialisées de la plaine, et où voilà, la position devient nettement défavorable. À côté de ça, il y a évidemment des guerres. Donc, en 1861, on déclare l'unité de l'Italie, la création du Royaume d'Italie, mais sachant que les guerres continuent en fait, et c'est né que 10 ans plus tard que Rome devient capitale, et cette période des guerres commençait déjà en 1948 et plus ou moins terminée. Plus ou moins parce que bon, on sait que le territoire italien actuel date de bien plus tard. Et donc, dans ces conditions, en fait, les Valdôtains reprennent cette tradition pluriséculaire de migration, mais la migration n'est plus saisonnière, elle devient plus ou moins définitive. Pourquoi je dis plus ou moins? Parce qu'elle est définitive dans le sens où ils vont rester tout le temps à l'étranger, à Paris ou ailleurs. Il y a aussi des gens qui partent en Suisse, il y a des gens qui partent aux États-Unis, dans d'autres pays. Mais elle n'est pas vue à cette époque-là comme définitive. Donc, dans leurs propres écrits, on voit qu'ils pensent qu'ils vont retourner au Val d'Ost. Et notamment, il y a aussi des familles qui vont envoyer leurs enfants au Val d'Ost pendant qu'ils sont petits pour qu'ils grandissent dans ce milieu-là et qu'ils gardent ce lien. Et ensuite, il y a un autre grand changement avec l'arrivée du fascisme, où ça devient interdit, en fait, de quitter la vallée d'Ost, enfin, quitter l'Italie, mais en l'occurrence la vallée d'Ost, à tous ceux qui n'ont pas des familles déjà à l'étranger ou qui n'avaient pas déjà travaillé à l'étranger auparavant. Ce qui fait que la migration ne cesse pas, mais elle devient clandestine. Et on voit qu'à cette époque, toutes les semaines, il y a des personnes qui sont jugées au tribunal d'Aoste pour justement avoir voulu traverser d'une manière clandestine les frontières. Donc, comme je dis, la migration continue, mais évidemment, dans ce cas-là, on n'a plus cette illusion qu'on va retourner tout de suite après à Val d'Ost. Pendant toute cette période, en fait, donc déjà dès le 19e siècle, on voit apparaître à Paris plusieurs associations qui, au début, sont les associations de secours mutuel pour les émigrés. C'est la même chose pour les Piémontais, je peux le dire tout de suite, où en fait les émigrés dépendent largement des liens de socialisation qui existent déjà sur place. C'est comme ça qu'ils vont trouver le logement, c'est comme ça qu'ils vont trouver le travail, etc. Les Piémontais me disaient par exemple qu'il y avait vraiment des rues, la rue d'une famille, la rue d'une autre famille, je sais pas, la rue Mouffetard, c'était la famille justement de cette femme dont je viens de vous parler, enfin, de sa famille et de sa commune, donc c'était par village, une rue, une autre. En même temps, ces associations vont aussi envoyer de l'argent ici, donc dans leur vallée d'origine, parce que au fur et à mesure, leur situation économique devient quand même bien meilleure que celle des régions qui ont une grave crise économique. Pendant la période fasciste, il y avait, on
on trouve en fait dans les documents, il y a des hésitations. Est-ce qu'il faut continuer à envoyer de l'argent dans, dans ce pays? Est-ce que ça ne veut pas dire qu'on soutient comme ça le régime en fait, auquel on propose? Et finalement, ces associations décident que non, en fait, parce qu'on le fait pour les enfants du pays, et les enfants sont des enfants, quel que soit le régime. Donc, ils continuent à le faire. Mais, donc tout ça, bon, on peut le lire, il n'y a rien de bien nouveau dans ce qu'on peut dire. Par contre, il y a deux points dont on ne sait pas grand-chose. Premier point, si je continue cette histoire, eh bien, tous les auteurs disent 1948, donc fin de la guerre, fin de la période fasciste, le statut d'autonomie de la Vallée d'Ost, tout va bien. Il n'y a plus besoin de partir. La situation s'améliore, voilà. Donc, plus ou moins, la migration va terminer là. Sauf qu'il y a pas mal de gens que j'ai rencontrés à Paris qui sont partis justement après la guerre. Donc ça, c'est une migration assez invisible, on va dire. C'est la migration... 5 minutes, si tu peux conclure. Deuxième chose, j'ai commencé avec 10 minutes de retard. Mais justement. Alors, mais je regarde. Alors, deuxième chose, justement, quand on parle de la langue, il y a plusieurs auteurs qui disent mais c'est bon, ils ont maintenu la langue maternelle et ils ont maintenu leur mentalité de montagne. Alors, la langue maternelle, c'est justement, on peut comparer avec ce qu'on a vu à Chabat, c'est la même chose en fait, mais la langue maternelle, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'ils ont maintenu le français? Ben forcément, à Paris, ils ont maintenu le français. Même ceux qui ne parlaient pas le français, les Piémontais ne parlaient pas le français au moment de partir. Évidemment, ils ont appris le français à Paris. Donc le français, c'est clair. Est-ce qu'ils ont maintenu le patois? On n'en sait rien. En fait, c'est très flou, la langue maternelle. Et effectivement, très souvent, quand ils parlent, ils se réfèrent à eux-mêmes comme à cette vraie vallée d'Ost, qui a gardé les pratiques, les vraies pratiques valldotaines, que ce soit l'arbre de Noël, par exemple, ou l'usage du français. Et sur le plan discursif, il y a beaucoup justement de mise en avant du fait que eux parlent français, alors que vous allez au Val d'Ost et les jeunes parlent italien, ou les jeunes quand ils parlent patois, et il y a plein d'Italiens dedans. Et donc la question elle se pose, à quoi ça sert en fait justement reprendre tout le temps ce narratif? Donc qu'est-ce qu'on essaie de créer à partir de là? Ça c'est le type de question que je me pose. Comment est-ce qu'on crée son groupe, à la fois un lien avec cet ailleurs qui est, donc, en l'occurrence la vallée d'Ost ou le Piémont, une vallée spécifique du Piémont, pour les gens que j'ai rencontrés c'était pas le soir, ou donc un lien mais aussi un peu à l'opposition par rapport aux pratiques actuelles. Et on voit aussi la construction de cette image qui est en fait très stéréotypée. Par exemple, il y a un décalage très net que j'ai vu lors de cette fameuse 100e arbre de Noël, où vous avez, il y a eu des représentants des autorités valldotaines, différents assessorats, etc., qui, entre autres, ont parlé aussi des enjeux actuels, les enjeux notamment avec l'effondrement de rochers, donc la nécessité de construire de nouvelles routes, des choses comme ça. Et on peut y rejoindre effectivement aussi tout ce qui concerne le réchauffement climatique en général, la réorganisation de l'économie locale qui va sans doute arriver avec tout le secteur tertiaire qui peut être mis en péril. Donc il y a tout ce type de problème, que je ne rentre pas en détail, qui est complètement mise à l'écart, en fait, dans la vision de cette vallée d'Ost par les immigrés. Et même lorsqu'ils rencontrent, en fait, si vous regardez les conversations spontanées, leur vision, donc leur réponse en quelque sorte, si on pense que c'est quand même un dialogue, mais leur réponse, leur prise de parole, c'est toujours la vision, est-ce qu'on va reconnaître par exemple tous les sommets de montagne, toutes les montagnes valldotaines, ou quelque chose sur les plats traditionnels, comme on avait vu un peu là. Donc des choses
vraiment, c'est cette région mythique, mythifiée, qui a été créée, qui ne correspond pas à la vallée d'Aoste aujourd'hui. Mais là aussi, on peut s'intéresser à savoir à quoi ça sert, pourquoi ça se passe comme ça. Alors, moi, justement, j'ai beaucoup parlé de ce qu'ils disent dans les interactions spontanées, parce que ma démarche de recherche, c'est de ne pas poser des questions, comme on fait dans des entretiens. Je pense que ça ne sert à rien, vraiment, parce que si vous faites des entretiens, ça présuppose que, je parle des entretiens vraiment sociolinguistiques ou anthropologiques, je ne parle pas des entretiens par exemple dialectologiques où vous voulez éliciter certaines formes. Mais si vous voulez savoir des idéologies linguistiques par exemple, ou quelque chose sur les pratiques linguistiques, ça présuppose que déjà les gens font, les gens pratiquent les langues d'une manière délibérée, d'un côté, et en plus ils savent très bien ce qu'ils font. Sauf que c'est pas vrai, tout simplement. Je vous dis simplement, c'est juste pas vrai. Même les gens qui ont fait des enregistrements eux-mêmes, vous avez vu que, sans doute vu que vous avez une impression de ce qui s'est passé, après vous réécoutez, et il y a plein d'autres pistes que vous pouvez voir, et même vous pouvez voir parfois que votre interlocuteur en fait était en train de parler d'autre chose, etc. Voilà. Tout ça pour dire que moi, c'est pas l'entretien, les entretiens, c'est plus les conversations spontanées, parfois enregistrées, parfois pas, et je regarde de voir des dynamiques dans ces conversations. Et alors, voilà, pour ce moment donc, de discussion, je vous propose, je vais vous montrer j'ai trois extraits d'une conversation. C'est une conversation familiale. Il y a 8 membres de la famille. Il reste 1 minute, je suis désolée. Oui, sinon, on n'a plus le temps de te poser des questions. C'est comme oui, mais c'est ce que je dis. Pour le moment de discussion, on peut discuter là-dessus, on peut discuter sur autre chose. Donc, pendant le moment de discussion, je vais vous montrer, vous pouvez voir entre-temps un peu à quoi ça ressemble. Donc, c'était une conversation familiale, en fait. Donc, il y a 8 membres de la famille. Je vais juste par la lumière de parenté. Voilà. Donc, une maman née vers les années 60, sa fille née vers 85, son cousin plus ou moins de même âge, et un autre un peu plus jeune. Et après, il y a d'autres, mais j'ai mis que le début, parce que sinon, c'est trop difficile à comprendre, et il y a 8 personnes qui parlent, plus moi. Bref. Voilà. Voilà. Et il y en a 3. Je vais juste les laisser comme ça, que je peux vous mettre d'autres. Et on peut déjà entamer la discussion. Sinon, je vous donne un peu de temps à lire. Et après, on fait la discussion avec les 3. Voilà. Soit sur ça, soit sur l'autre question que vous voulez poser. C'est comme ça. C'est bon. Oui. Et du coup,